Ben, je vais la présenter. Tiens, venez, Madame Oumdi. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter d'une manière succincte Madame Oublin, qui est spécialiste en néphrologie pédiatrique et qui est un acteur dans la société civile, sans politique et sans être youtubeuse. Madame le professeur Oumlil a choisi un projet qui est celui de la parentalité positive. Peut-être qu'elle nous dira, ou par la suite, dans son activité par la suite, on verra exactement ce qu'elle va faire. Je voudrais aussi dire qu'elle a pris dernièrement une initiative qui consiste à faire partie du carrefour des pédiatres privés de Casablanca, et qu'elle s'est proposée de parler un peu, de donner des conseils et de parler d'une pédiatrie courante. Ce n'est pas de la recherche, c'est pas... Parce qu'effectivement, quand on est dans le carrefour des pédiatres de Casa, on voit des pédiatres qui posent énormément de questions très intéressantes. Nous apprenons de ces questions et c'est très bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse montrer, trouver des solutions. À vous la parole, Madame Oumlil. Merci, professeur Haj Khalifa, de cette présentation, et à mon tour de remercier l'Association des pédiatres de Fès de m'avoir invité à parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui a vu la naissance le jour où j'ai fait mon DU de psychologie et psychopathologie avec Rizlem Jloun, c'était le premier. Et là, j'ai compris que le restant de ma vie, ce n'est pas la néphrologie pédiatrique que je vais faire, mais c'est plutôt la parentalité. Et dans ce cadre, je suis actuellement formatrice avec le ministère de la Famille à la parentalité positive, qui est un programme dans le ministère de la Famille. Et dans notre association, nous avons un projet parentalité positive, et je vais en parler après. Rôle du pédiatre dans la guidance parentale. Alors, c'est quoi? Le pédiatre, en fait, c'est le médecin de la famille. Les parents, vous avez remarqué que les parents que vous recevez dans vos cabinets, dans vos consultations, ne sont plus les parents, les gères, l'ordonnance, ils parlent d'autre chose. Donc, les parents sont de plus en plus demandeurs de conseils et d'informations. Et en plus, ces familles sont de plus en plus envahies par les messages qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux. Et le meilleur exemple, c'est l'histoire de la vaccination contre la rougeole. Les vaccins, les réseaux sociaux, donc ils sont envahis par des messages contradictoires. Ils ont besoin de vous pour les informer, les conseiller. Et là, je demande à ce que tout le monde revoie sa place de pédiatre dans la famille. C'est quoi la guidance parentale? La guidance, c'est un mot anglais, guidance, qui veut dire en fait l'orientation et le conseil. Désigne l'ensemble, la définition que vous allez googler, vous allez trouver cette définition, mais je trouve elle est complète. Elle désigne l'ensemble des conseils, informations apportées à des parents pour leur donner une orientation, des pistes, à explorer. Pourquoi? Afin d'améliorer leur relation à leurs enfants, et ainsi les guider dans leur rôle, qui est leur rôle de parent. Ça, c'est important. Et la guidance parentale, elle s'appuie sur la parentalité positive. En fait, on cherche à travers la guidance à apprendre à être le parent que l'on désire être, et non plus le parent comme celui qui ont été nos parents. Dans une relation, ça j'insiste, respectueuse, entre parents et enfants. Ce mot respect, la guidance parentale, elle fait quoi aussi? Elle met en valeur la coopération, la responsabilité et l'autonomie chez l'enfant plutôt que la soumission, la punition à la dépendance. Donc ça, c'est deux concepts totalement différents de l'éducation classique. Qu'est-ce qui intervient sur la guidance parentale? Quels sont les facteurs qui interviennent pour qu'on puisse faire de la guidance parentale? Il faut connaître déjà les facteurs liés aux parents. Les parents, la guidance parentale, comment ils sont? D'abord, la parentalité, elle n'est pas innée. Les parents, à la naissance de l'enfant, souvent, la plupart des gens, c'est à la naissance de l'enfant qu'ils deviennent parents, qu'ils se rendent compte qu'ils sont parents. Ils ne se sont pas préparés suffisamment avant la naissance. Le nourrisson, de l'autre côté, il a des besoins spécifiques, mais les parents ne savent pas reconnaître tous les besoins spécifiques du nourrisson. Et ça, c'est à nous de leur apprendre.
comment reconnaître ses besoins. Et la guidance parentale, elle doit aider les parents à développer ce qu'a dit Mme Bejloun tout à l'heure, les interactions précoces, utiles au développement de l'enfant. Tout se passe pendant la grossesse, tout se passe à la période néonatale. Et ça, le pédiatre, il est là. Malheureusement, les pédiatres ne faisons pas de consultations prénatales et on devrait commencer à les faire. Les sources, la société aussi, ces parents qui ont besoin de cette guidance parentale, ils évoluent dans une société qui a évolué. Et non plus les parents mahom qui les guident, qui les accompagnent, qui épongent leur anxiété et qui répondent à leurs questions. La transmission n'est plus présente. Souvent, c'est les grands-parents, ce sont eux aussi des gens qui sont occupés, qui travaillent. Donc, c'est des couples et des mères qui sont seuls. Et parfois, les sources d'informations, quand ils vont sur Google et chercher des groupes de parents, ils trouvent des informations contradictoires. Rien que sur comment mon bébé il passe la nuit à téter, est-ce qu'on a le sein ou là, je dis non, c'est faux, je dis oui, il pleure, je dois le sein à chaque fois, elle trouve des messages contradictoires. C'est à nous de les aider à comprendre les besoins de leurs enfants. Et puis les conditions sociales ont changé et culturelles ont changé. Ce ne sont plus les parents d'Yal Hadizmen et donc il faut qu'ils s'adaptent. Pour les s'adapter, il faut de l'aide. Toujours dans les facteurs liés aux parents, il y a l'évolution des pères. Les pères ne sont plus les pères d'avant. Le père, maintenant, s'implique de plus en plus dans l'éducation de ses enfants. Il a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Il a son mot à dire. Et donc, il faut encourager les parents, enfin les pères, à agir en tant que parents, pas modèles, mais en parents positifs. Les familles, comme je viens de le dire tout à l'heure, sont de plus en plus isolées. C'est le mari et la femme avec leurs enfants dans un petit appartement. Et le milieu familial n'est plus soutenant. Il est devenu, ce sont des familles qui sont vraiment... il y a une précarité affective chez eux. Je ne dis pas tous, mais assez fréquemment on trouve ça. Et les parents maintenant ne sont plus... Mais le souci de la maladie. Ils ont aussi d'abord le souci du développement. Mon enfant, il n'est pas bien. Et est-ce que si je lui permets pas ça, est-ce que ça va impacter son développement? Est-ce que je des questions qui ne se posaient pas avant et qu'il faut savoir y répondre, mais ne pas les ignorer. De l'autre côté, pour faire de la guidance parentale, il y a des facteurs liés au pédiatre. Alors, le pédiatre, c'est le médecin qui voit assez souvent et régulièrement les enfants pendant leur première année de vie. Donc, il est très proche. Il a un lien fort de proximité et de confiance avec les parents. Donc, il chauffe la première bronchiolite, la montée de fièvre, surtout le premier enfant. Donc, il est sollicité. Donc, il a une place. Et le pédiatre, c'est le premier recours quand l'enfant il est malade ou là, quand il y a une difficulté. Et le pédiatre, il connaît bien la famille. Quand même, on a tous dans nos dossiers le métier de la mère, le métier de ce qu'ils sont divorcés, est-ce que la mère elle vit seule. Ces informations, on les connaît bien. Donc, je vous ai dressé le tableau, la famille, comment ils sont, le pédiatre, comment il est. Maintenant, revenons à ce qu'on fait. Le pédiatre, son rôle classique, c'est en salle d'accouchement. À la maternité, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il conseille les conseils de l'allaitement, le vaccin, le sonde ombilique, les choses de puériculture classiques. Si le nouveau-né est malade ou il a une malformation, il explique, il écoute les parents, il négocie avec eux, soit une hospitalisation, soit un bilan, il discute. Donc, il fait ces choses-là à la naissance en salle d'accouchement. Quand il reçoit les parents et l'enfant au cabinet, à l'hôpital ou là, dans le centre de santé, il fait des soins, il rédige des ordonnances. Parfois, ce n'est pas des ordonnances, c'est que des conseils. Donc, il explique le diagnostic, l'évolution de la maladie. Je ne sais pas moi, un syndrome néphrotique, on aura une corticothérapie au long cours. On explique. Donc, on explique la maladie, ça on sait faire.
Et quand il y a une maladie chronique ou grave, là aussi, beaucoup de pédiatres savent faire ça. Alhamdoulilah. Parce qu'on a eu beaucoup de formations et ça, je tire révérence à toutes les sociétés de savantes, pédiatriques et les associations régionales. Les pédiatres, je pense, au Maroc, sont assez bien formés sur ça. Alhamdoulilah. Maintenant, de l'autre côté, on a le rôle classique des pédiatres. D'abord, les parents. Les parents, quels sont leurs besoins en ce moment, actuellement? Ils ont besoin d'abord de reprendre confiance dans leur capacité éducative. هما تيجيب لهم الله بحال واش هاد الشيء سندير مع ولدي مزيان واش j'ai un problème, il faut qu'ils soient écoutés. Ils ont besoin d'être écoutés, accompagnés et rassurés. Pourquoi? La situation la plus fréquente, les cas en cas de maladie grave, en cas de diagnostic d'un handicap, un enfant autiste, ils ont besoin d'être informés que c'est quoi cette maladie. Je parle du syndrome néphrotique. La maladie, c'est chronique. Il va avoir besoin de dialyse. Est-ce que etc. On explique. Mais aussi dans les situations normales, un bébé normal, un nourrisson normal, on doit expliquer aux parents que ce petit nourrisson va avoir des petits pleurs à cause des coliques. Il va avoir à la 3e semaine des coliques. Le bébé, la poussée dentaire, 4 mois, 5 mois, ils ont besoin d'être rassurés sur des situations normales et non pas pathologiques. Ces parents, aussi, maintenant, ont besoin aussi de comprendre les étapes de développement de leur enfant. S'ils posent une question, تعرفوا تجاوبوهم ولدي ما تيجلش تقول له ماشي الوقت ديال الجلاس باقي عنده فين يجلس مازال ما كيتمشاش الدراري كيتمشاو ما بين كذا وكذا راه مازال غادي يتمشاو مازال et quand il y a des problèmes à l'école il faut savoir comprendre le symptôme et y répondre. Cette guidance parentale, qu'est-ce qu'on attend de cette guidance parentale? C'est quoi? Quel est l'objectif? Les parents ils ont des besoins, le pédiatre il fait ce qu'il peut. Qu'est-ce qu'il doit faire en plus? Qu'est-ce que le pédiatre doit faire en plus? Il doit aider les parents à mieux appréhender leur rôle de parent et soutenir le développement précoce du nourrisson. Et là, je vais donner des situations particulières. Il doit guider, on a dit tout à l'heure, informer les parents sur les futures acquisitions. Il y a un enfant normal, je leur ai dit. Les besoins d'IEL, les parents qui connaissent bien les besoins de leur enfant et qui savent y répondre vont créer des liens d'attachement sécures. C'est des liens d'attachement qui sont corrects et bons. Le pédiatre, grâce à la guidance parentale, va dépister des petites anomalies. Le médecin n'arrive pas à s'asseoir, à se retourner. Il a une interaction pauvre avec lui au cabinet. Et donc, il va adapter les conseils en fonction de l'enfant et en fonction des possibilités des parents. Il doit savoir réguler ça. Et il doit réévaluer tout ce qu'il a dit dans les consultations ultérieures et régulières. Alors là, le plus important aussi, c'est ces 2 points. Dépister et repérer les troubles pathologiques pour alerter les parents. Et professeur Mjloun, elle a bien cité beaucoup de signes qui doivent alerter le pédiatre, qui doit alerter les parents. Mais moi, je voudrais que vous commenciez à observer les parents et l'enfant pendant la consultation. Moi, dans mon bureau, j'ai 2 chaises visiteurs et une chaise en arrière, petite chaise. C'est un adulte, ou en retrait. Et moi, je ne suis pas assise dans mon bureau. Moi, je vais chez la secrétaire et je fais rentrer les parents. Je laisse les parents rentrer avec l'enfant dans mon bureau. Comment ils sont assis. Est-ce que la maman, elle est dans la petite chaise, la petite chaise au coin? Est-ce que j'ai la grand-mère avec la mère? Comment ils sont installés? Comment le père et la mère sont installés? Comment ils se regardent? Comment ils se comportent vis-à-vis de l'enfant? Est-ce que les parents sont énervés, ou agressifs, tendus? Comment ils sont? Il faut les regarder, il faut observer. Vous savez que dans le temps de l'examen clinique, on a le temps de l'inspection. Je pense qu'il est temps que les pédiatres regardent ces familles, les observent. Et le comportement des parents entre eux, comment il se comporte le mari avec sa femme, ou bien de la grand-mère avec sa fille, de la fille avec la grand-mère. Il faut voir, moi j'ai une liste longue de choses que j'ai vues.
Mais je voudrais que vous observiez ça. Comment la maman, elle déshabille l'enfant. Un enfant, comme l'a dit tout à l'heure Rizlan, un enfant de 6 ans, il y a que له صباطو. علاش كتحيدي صباطو؟ لا غير باش نسبيوها دكتور مليل. لا خليه يحيد صباطو. يحل صباطو السير الصباط ديالو. Comment elle déshabille l'enfant, comment elle l'installe sur la table. واش هي elle l'installe sur la table ou là c'est la nounou sénégalaise ou la ivoirienne ou la شنو هي اللي كتحطو sur la table وهي جالسه sur la chaise. Est-ce que c'est la grand-mère qui s'occupe de l'enfant qui est venu malade ou pour un vaccin sur la table, elle est en retrait. Comment elle le porte? Est-ce qu'elle le regarde? Est-ce qu'elle regarde son enfant dans les yeux? Est-ce qu'elle lui sourit? Et comment elle parle avec son enfant, avec agressivité, avec douceur, comment elle fait? Là, je voudrais vraiment insister sur ce temps. Quelles sont encore les modifications de cette guidance parentale nous permettra de modifier ses comportements. On peut agir sur ça. On peut, en agissant sur ces troubles, on peut aussi ramener de la sérénité dans la famille. Quand elle dit, comme l'histoire qu'a raconté Rizlan, quand des parents disent « mon fils est hyperactif », quand on le voit et on se rend compte qu'il est calme, ça rassure et ça apaise les parents. Et il faut absolument que les parents apprennent à mieux comprendre leur enfant. Fixer les limites, par exemple. Il y a des enfants qui n'ont aucune limite, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'enfant roi. Il faut expliquer aux parents qu'il y a des limites qu'on doit instaurer à la maison, parce qu'il y a des limites qu'on doit avoir dans la rue, on a des limites quand on va dans le supermarché, on a des limites quand on va à l'école, il faut expliquer. Et je peux vous donner tout à l'heure à la discussion des petites recettes pratiques. Il ne faut pas oublier d'impliquer les pères dans la consultation. Mais chez la mère, il y a de la parole où le père il est là, il faut se retourner vers le père alors ou la maman ou le contraire. Parfois c'est le père qui répond et la mère elle est en retrait. C'est aussi important. Mais pour que le pédiatre puisse regarder, observer et puisse donner des conseils, j'y arrive. Tu sais, tout à l'heure quand tu as parlé formation, on dirait qu'on a travaillé ensemble ces communications. Il y a un manque de formation des pédiatres. On n'est pas assez formés. Moi, je me suis rendu compte qu'on n'est pas assez formés. Sur des thématiques psychosociales, on reconnaît l'autisme, mais on ne connaît pas les petits conseils d'éducation habituels sur le comportement, la socialisation. Comment un enfant, quand il pleure et tout le temps il veut un objet, dès que l'objet, comment tu dois te comporter avec lui? On n'explique pas assez aux parents comment on doit se comporter. Et l'activité de guidance parentale, elle est chronophage, elle bouffe du temps. Ça prend du temps. Et ça donne un sentiment de malaise pour certains médecins. Ou bien ils se disent, moi je suis انا نشوف له حلقه ندير له لوردونونس ندير له الفاكسين ديالو تدخلني ندوي معاه في l'éducation là. Et il y a des pédiatres qui, moi, parce que j'ai parlé autour de moi, c'est pas de dire qu'Hadchi ماشي شغالي. Ça, c'est le psychologue qui a le même problème ou le prof à l'école. Alors, je rappelle la recommandation de la Haute Autorité de Santé en 2005. Ça fait 20 ans. Comment ils ont décrit la parentalité? C'est la mise en place de dispositifs précoces, durant la grossesse, en particulier en cas de repérage d'une situation de vulnérabilité, comme les femmes victimes de violences, ou la divorce, ou les problèmes de maladie mentale, ainsi que leur utilisation dès la naissance, les dispositifs dès la naissance, pour favoriser quoi? L'attachement parent-enfant, le type d'attachement parent-enfant, où un enfant de favoriser l'allaitement, la confiance en soi de la mère et la sécurité de la mère et de l'enfant. La mère et l'enfant. Alors, je vais donner quelques exemples d'interventions pour que vous sachiez de quoi je parle. Peut-être que quelques exemples. La période périnatale. Pour ceux qui font les accouchements, qui sont dans la maternité, il faut toujours rassurer les parents, surtout la mère, sur tout ce qu'elle a à faire. C'est là où je suis en train de faire une série de capsules vidéo, comment allaiter, comment changer le bébé, toute la puériculture.
et que ce soit des choses d'un spécialiste. L'hygiène, comment l'habiller, la position de sommeil, déjà, la maternité, mais c'est un spécialiste qui lui dit, c'est vous en tant que pédiatre qui dites ça. Souvent, vous savez faire ça. Les prématurés, non, je fais le plaidoyer du prématuré. Afilal, écoute-moi. Hassan, Afilal, écoute-moi. 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 Les prématurés. Je veux parler de ce qu'on appelle les soins de soutien au développement. Aide le mot à les jeunes. Soins de soutien au développement. La prématurité, c'est une période très difficile pour l'enfant. Parce que souvent, il est arraché à sa mère, il est dans une couveuse. Et ces couveuses, le soin de santé, c'est quoi? Protéger ces prématurés de tous les effets douloureux de son environnement. Et le premier effet douloureux, c'est le bip-bip. Dès que la seringue autopousseuse me dit que c'est les pom-pom, ou l'infirmière me dit c'est dia. Tout ce bruit autour. Ce bébé était dans le ventre de sa mère. Il était habitué au bruit, à la voix de sa mère. Il était ballotté dans de l'eau. Brusquement, on le sort et on le met dans une maternité et on le met comme ça. Haram alaykoum. Les enfants en cette situation, les bras sur le corps, il faut qu'ils restent rassurés. Il ne faut plus qu'on mette les bébés de cette manière. Réduire le stress du prématuré, c'est votre rôle en tant que périnatologue, que néonatologue, que ceux qui s'occupent des enfants. Surtout, laissez ces mamans rentrer dans le sein de leur bébé prématuré et le pot à pot. هاد العيالات ما تدخلوش ماشي وقت الزياره شنو وقت الزياره عندها الحق تدخل وقت اللي بغات ترضع وقت اللي بغات. Tu m'as entendu? Reconnaître les signes de dépression maternelle. Les pédiatres, vous voyez les mamans, comment elles sont. Elles sont tristes, elles sont bien, elles ne s'occupent pas de son enfant, elles s'en occupent, c'est la grand-mère Lichetta. C'est la dépression maternelle, effet néfaste sur le développement de l'enfant. L'énurésie, l'oncoprésie, c'est des situations que nous savons et ça nous permet de faire la guidance des parents sur les conseils, sur les choses à faire. Toutes les maladies chroniques, c'est bon, mais les enfants qui ont des besoins spécifiques, ils s'agit plus de la guidance parentale. Je ne finirai pas cet exposé sans parler de la surexposition aux écrans des enfants de moins de 3 ans. Le télétravail, la pandémie de Covid a fait que on s'est tous mis sur nos écrans, nos tablettes. Mais sur le marché, si vous rentrez sur Google, vous allez trouver des pots pour bébés avec le porte-tablette. يعني وقت يديك بيبي عنده la tablette قدامه. La maman عندها le biberon اللي كتعطيك un porte-téléphone. تعطي le biberon ou porte-téléphone, il peut continuer à regarder le téléphone pendant qu'elle donne le sein, etc., etc. Regardez ces inventions, les kainin. Comme l'industrie des jouets et des objets pour l'enfant, c'est l'une des industries qui rapporte le plus. Le plus. L'industrie du jouet, c'est parmi ceux qui rapportent le plus. Donc, je dis les bébés. En tant que pédiatre, dites-nous le rôle d'Yelkom. Prenez la défense de ces enfants. Comment? En informant les parents sur le rôle néfaste de ces écrans. Ces écrans, ils empêchent l'interaction sociale. Quand on veut apprendre un enfant à parler, on lui dit « maman ». Il nous regarde dans les yeux, il nous entend parler, il regarde la bouche, et il commence et il va apprendre. S'il n'a pas une personne physiquement devant lui pour lui apprendre à parler, il ne parlera pas. Et ce n'est pas la télé, le mot anglais, espagnol, je ne sais pas quoi. C'est l'interaction physique. Donc, informer, conseiller les parents et écouter les parents quand vous leur donnez des conseils, le feedback d'Yelhom et discuter. Conclusion, je vais conclure en insistant sur le rôle important de la relation entre médecins, pédiatres et les parents, parce que c'est grâce à ça qu'on accompagne la prise en charge de ces enfants. Et tout le monde a le WhatsApp. Et les parents, le WhatsApp, mon fils il a ça. Alors il me dit les carnets de santé, les photos des carnets de santé, le pédiatre, c'est un acteur clé de la guidance parentale. Cette guidance parentale, c'est le véritable outil de prévention. La guidance, souvent limitée à l'alimentation, le sommeil, la croissance, ça,
Les pédiatres, par contre, vous avez tous de bonnes connaissances des moyens à mettre en œuvre auprès des parents. Vous savez écouter, vous savez conseiller, vous savez questionner. Utilisez ces outils dans d'autres objectifs que de poser la question, la température, واش كتجي في الصباح لا طو كيف دايره واش الصباح ولا في الليل واش قاصحه ولا هادي سولوا شي حويجات اخرين من غير هذاك الشيء pour le. Alors une minorité de pédiatres aborde spontanément les thématiques, mais ils l'abordent parce que ils ont soit été formés, soit ils ont des outils. Je rappelle juste le programme qui est en UK, Watch Me Play. C'est un programme destiné aux parents. Regarde-moi jouer. Quand on achète un jouet à un enfant, ماشي ولا بدات توريه انت شنو داك لو جوي كيفاش كيتلعب تعطيه لو جوي ترجع له تشوف هو كيفاش غيستعملو. Et là il y a des techniques, il y a des enseignements à sortir. Alors le pédiatre comme a dit Rizlan, a besoin de formation pour mieux percevoir la guidance parentale comme un véritable outil pour soutenir le développement précoce de l'enfant et déculpabiliser les parents dans des situations difficiles. Et ma dernière phrase, c'est celle-là. Je veux faire le plaidoyer autour de l'amour, aider les enfants à aimer aider les parents à aimer leurs enfants sans condition. C'est pas parce qu'il a une bonne note que je t'aime parce que tu es mon fils, tu es ma fille, et doivent exprimer leur amour par les bises, par les câlins, par l'approche physique. Aimer. C'est grâce à ça qu'on aura des enfants qui iront loin. Je vous remercie. Merci, Madame Oumlil. Je vais revenir vers toi après quelques questions. Fin, Rizlan. Madame Djelloun. 3 petites remarques. La première, c'est, je commence par la fin, l'électrocardio est toujours indispensable avant la prescription de la Ritaline. Parce que tu as parlé d'un enfant un adolescent qui a fait un infarctus, mais on fait l'électro systématiquement. D'accord? On est d'accord. La deuxième chose, c'est, je rejoins Simadani en ce qui concerne ce qui nous gêne, les neuropédiatres, c'est les troubles d'opposition. Parce que dès qu'un enfant arrive à 8 ans, 9 ans, il n'y a plus uniquement le trouble de l'attention, hyperactivité, mais il y a aussi les troubles d'opposition. Et la troisième remarque, moi je fais attention, je demande aux parents ne pas passer à côté d'une épilepsie absence. Ne pas passer à côté d'une épilepsie absence qui peut accompagner ces troubles. Et je dis aux pédiatres jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, il y a l'ère du temps, il y a la mode. C'est une mode. C'est une mode qui nous oblige à connaître une partie du comportement de l'enfant qu'on ne connaissait pas bien. C'est les troubles, les TND, les troubles neurodéveloppementaux, et avec le HP1, le HPA, c'est-à-dire le haut potentiel intellectuel. Et merci d'avoir évoqué ces problèmes parce que ce n'est pas parce que c'est à la mode, il faut les connaître, il faut les étudier. Au cours du congrès de neuropédiatrie, ça a été très bien présenté, on a longuement discuté et merci pour votre conférence. Madame Oumlil, il y a une dame, Madame Oumlil, il y a une dame qui disait un jour, quand je rentre chez vous, pas moi, je n'ai pas eu ce plaisir, quand je rentre chez vous dans le bureau, j'ai l'impression que je suis à Paris, dans un hôpital parisien. Et quand je sors, et quand je sors, je suis au Maroc. Ça veut dire quoi? Je dis, parce que ce que tu as présenté peut sembler des conseils fastidieux, excuse-moi pour le terme, entre guillemets. Je trouve que les médecins ne parlent pas suffisamment aux parents. Ce n'est pas un problème de formation, madame. C'est un problème d'exigence. C'est un problème obligatoire que d'expliquer et de former, et d'expliquer aux parents. C'est une nécessité, c'est une empathie que chaque médecin, que chaque être humain doit avoir. Et chaque médecin doit l'avoir. Dans le temps, on avait le livre, moi aussi j'avais acheté le livre. Comment on appelle ce livre? Toi qui es une maman aussi. Oui, comment élever son enfant. Bon, et on avait, voilà, comment, oui. Laurence Pernou. Là.
نعم لا mais d'abord حنا شرينا انا personnellement je l'ai acheté voilà c'est Laurence Pernou et là parfois les gens ils vous demandent des choses très très simples les coliques des coliques des premiers rassurez et je vous jure qu'on est tout le temps sollicité par téléphone مشيت عند الطبيب الفلاني نعست ولدي في هذا المحل الفلاني personne n'a discuté avec moi. Je trouve que c'est... On n'a pas besoin de formation. On n'a pas... Peut-être que tu veux faire une formation. Là, je te dis, c'est pas possible. C'est une empathie, c'est une obligation pour le médecin que d'expliquer aux parents et de... Voilà. Mais chez l'amour, c'est l'affection pour les enfants. Voilà. Je te remercie. Et la salle, s'il y a quelqu'un qui veut... La salle. Oui, bonsoir. Je remercie Madame Jelloun et Madame Oumelil pour ces excellents exposés. Moi, juste une petite remarque. On parle du médecin, du parent, mais on ne parle pas de l'enfant lui-même. Les parents ne lui donnent pas un espace pour parler. Quand on est en consultation, tu poses la question à l'enfant, c'est la mère qui répond. Et donc, c'est comme si l'enfant est transparent. Et le pédiatre est parfois pris dans ce piège. Alors que, est-ce que c'est une culture marocaine? Pardon. Est-ce que en France, enfin, dans les milieux, les familles françaises, l'enfant à 4 ans, on le fait parler, qu'est-ce que tu as, 3 ans, et ainsi de suite. Donc, ça va dans le sens du respect de l'identité de l'enfant. Il faut lui laisser un espace de parole. Bon, on a essayé de parler de tout. On va pas, enfin, on peut pas tout, c'est-à-dire tout encadrer. Mais l'enfant, il a un droit de parole, pardon, et on lui laisse pas cet espace. Et c'est très dommage parce que en faisant parler l'enfant, on découvre beaucoup de choses. On découvre la répression, on découvre la dépression, on découvre des choses. Déjà, dans la famille, parfois, il y a certaines familles qui, dans notre culture marocaine, les bildia, c'est-à-dire la culture à l'ancienne, scout, un supermarché, un enfant qui est en train de parler, là, scout, mais elle est en train de le rabaisser, elle est en train de le traquer, comme ça, elle dit scout flouba. Donc, il faut enseigner aux parents et aussi aux pédiatres de laisser parler l'enfant, de s'exprimer. Bon, c'est juste une petite remarque. Merci. Je voudrais justement te dire qu'en faisant ça, si tu es dans la consultation, que tu vois que tu poses la question à l'enfant, c'est la mère qui répond, tu fais une guidance en disant à la maman, c'est quand tu vas orienter les parents à écouter leur enfant, peut-être qu'ils ne l'écoutent pas, et tu peux sortir, comme tu as dit, beaucoup d'informations. Alors c'est cette relation dynamique que je veux qu'on commence à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour voir la maman, mais ce serait mais ملي ما كتخليش الولد يهضر حنا نعطيوه la parole باش يهضر ويعبر على راسو. Eh oui, ça. Justement, on ne donne pas suffisamment de temps pour la parole, pour dialoguer. Exact. Pardon, dans les visites médicales et tout ça, le médecin ne s'assoit pas pour parler aux parents, pour voir l'enfant, pour lui donner un temps de dialogue. Il a besoin d'avoir un diagnostic, traité. Bon, c'est vrai que moi, je travaille dans un milieu hospitalier universitaire, et donc, on a des exigences, mais il faut s'asseoir, savoir écouter, savoir parler, en consultation, faire parler l'enfant. Et il y a des choses, il y a des comportements qui devraient changer. Et effectivement, il faut, comme tu le dis, Madame Oumelil, corriger de façon aimable. Et parfois, les parents ne s'aperçoivent pas parce qu'ils veulent être rapides ou là, apporter le maximum d'informations. Mais déjà, en donnant la parole à l'enfant, c'est lui montrer qu'il existe et qu'on a d'abord du respect pour lui. Moi, je voudrais faire 2 remarques, Madame Benjeloun. La durée de la consultation. Parfois, un enfant qui a trouble d'attention, hyperactivité, au début, il est tout sage. Parce que vous venez de le voir, il rentre chez vous, il a peur, il est tout sage.
Et puis au fur et à mesure que vous parlez aux parents, que vous discutez avec les parents, تيبان على الحقيقة ديالو. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut, quand on a un trouble du comportement chez l'enfant, en ce qui me concerne, j'ai toujours des crayons dans mon sac, je sors un papier et je lui demande de dessiner. Ça me permet de voir qu'est-ce qu'il est capable de dessiner, comment il dessine, est-ce que ça correspond à son âge ou pas, et d'évaluer la dyspraxie. La dyspraxie, par exemple, entre autres, et puis les troubles de l'apprentissage, parce que je demande aux parents de m'amener les livres ou là, les cahiers. C'est des choses qui sont très, très, très importantes qu'on peut constater soi-même et qu'on donne la situation qui nous permet de faire le diagnostic d'un trouble de l'apprentissage. Voilà. Une dernière question pour Dr. Filel. Juste un commentaire. Pour la Ritaline, les accidents ne sont pas significatifs, à tel point que pour l'enfant, Shenman, je ne sais pas si vous l'avez connu, Pop, qui faisait de l'ergo, il disait l'enfant n'a pas de cœur. L'enfant n'a pas de cœur. C'est-à-dire que l'enfant qui vient te dire j'ai une douleur thoracique, etc., ils ne font pas d'infarctus ni de problème. Ça, c'est de l'ordre historique. C'est juste pour rassurer tout le monde. En ce qui concerne le prématuré, merci de t'en être soucié. C'est vrai que l'enfant, quand il était dans l'utérus, il y avait l'utérus autour de l'enfant, donc il était recroquevillé. Quand il sort, il ne trouve plus rien. Il n'a pas de contact. D'ailleurs, souvent, il va au contact de la couveuse parce qu'il lui faut un contact. Et d'ailleurs, on le garde par la suite. Par exemple, si on vous dit de dormir dans cette salle, personne ne va mettre le lit au milieu de la salle. Il va aller dans un coin parce que ça le rassure. Et il le fait par instinct. Et puis, c'est vrai qu'il faut une quiétude parce que, par exemple, les prématurés de moins de 32 semaines, ils ont les vaisseaux qui vont de la périphérie vers le centre et se rencontrent à 32 semaines. C'est-à-dire que la moindre variation de tension par un stress peut entraîner ou une ischémie ou une hémorragie cérébrale. Donc c'est assez sérieux pour la prématurité. Merci. Si Hassan Smehlia, tout à l'heure, Madame Benjounou pourra dire ce qu'elle pense par rapport à ça, mais les enfants qui ont pris la Ritaline, en France, c'est l'obsession. Un comprimé ne peut pas donner l'enfant, le nom, le prénom, l'adresse, parce qu'ils ont remarqué qu'il y a un abus dans le fait de prescrire. Mais la haute sécurité t'a dit qu'il faut obligatoirement faire un électro avant de commencer la Ritaline. Je pense que si Madame Rezin, tu veux dire quelque chose par rapport ça fait, je voudrais remercier l'ensemble. C'est très intéressant. Voilà. Merci beaucoup.